Martineau, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Luc, cette semaine, tu me disais que les Américains ont donné 75 milliards de dollars jusqu'à maintenant à l'Ukraine, à Zelensky. Et là, que Joe Sixpack, monsieur, madame, tout le monde, commence à dire, c'est beaucoup d'argent, puis ça vaut-tu... est-ce que le jeu en vaut la chandelle, puis jusqu'où on va aller? T'as vu la Pologne? T'as vu ça? La Pologne a annoncé qu'ils n'enverront plus d'armes à Zelensky. On dit, c'est terminé. Écoute... qui va dire, tu m'as envoyé les questions dont tu veux débattre, c'est une excellente question. Qui osera suggérer à Zelensky de négocier avec la Russie? C'est une sacrée question. C'est une sacrée question. Tu sais, la belle solidarité dont on a fait preuve à l'international, que ce soit l'OTAN, qu'on parle de l'Union européenne, qu'on parle des Américains, en bon québécois, une expression familiale, donc ça a du mou dans le genou, disons. On a tendance à fléchir un petit peu ou à sentir le poids de l'effort. Surtout que, et de ça, on en avait parlé tous les deux, surtout que le général Milley, qui part à la retraite d'ailleurs, celui qui était à la tête des Joint Chiefs of Staff, les conseillers militaires du président, lui dit, attendez-vous à ce que ce soit long. Ce n'est pas un échec, la contre-offensive ukrainienne, mais attendez-vous à ce que ce soit long. Dans certains cas, on évoque même une période, un horizon de 3 à 4 ans. Personne n'est en mesure de certifier ça. Mais ce que ça veut dire, ou ce que ça demande à tous les pays qui jusqu'à maintenant font front commun ou se serrent les coudes pour l'Ukraine, c'est attendez-vous à fournir plus d'armes, attendez-vous à fournir plus de munitions, plus de chars, peut-être plus d'avions et plus d'argent, point. Parce que l'argent, on en a besoin. Souvent, on dit, c'est le nerf de la guerre, c'est l'aide humanitaire. Et voilà que Zelensky, le président Zelensky, après être passé par l'ONU, va rencontrer en tête à tête des élus au Congrès. Il ne devrait pas normalement faire de grands discours comme ça avait été le cas l'an dernier. Il ne va pas s'adresser aux deux chambres du Congrès rassemblées, mais il doit maintenant convaincre de plus en plus de gens qui n'osent pas dire officiellement « on vous coupe les vivres », mais qui vont questionner et pousser M. Zelensky dans ses derniers retranchements. Et il y a deux choses qui vont ressortir. C'est pendant combien de temps? On vous a déjà donné beaucoup. Combien doit-on donner pendant combien de temps? Et avez-vous autre chose sur la table qu'une victoire totale? Les généraux américains avaient abordé ça déjà. Le secrétaire d'État avait pas osé aller jusque-là. Mais grosso modo, c'est est-ce qu'on peut vous asseoir à la table de négociation ou si vos conditions sont fermes? Ce n'est pas qu'une négociation ou un argument, un bras de fer. Êtes-vous prêt à vous satisfaire d'autre chose que la Russie quitte complètement les territoires qu'elle occupe présentement? Écoute, il était à 60 Minutes et le journaliste lui a posé la question, est-ce qu'il y a un plan B? Y a-t-il un plan B? Êtes-vous prêt à négocier, à faire des compromis? Bien sûr, Zelensky est en guerre. Il ne commencera pas à dire oui, je vais faire des compromis puis à mettre un genou à terre. C'est certain que son discours public lui a dit hors de question, on a été agressés puis ils vont sortir de nos frontières. Bon, mais on dit à porte fermée. OK, là, avec les autorités, avec des militaires, tout ça, est-ce que son discours sera autre? Est-ce qu'il va dire oui, peut-être qu'effectivement? Parce que je parlais hier à Michel Roche, un spécialiste de la Russie, de l'Université de Chicoutimi, qui est très intéressant. Il dit, écoute, les Russes, là, oui, ils ont commis des erreurs, puis l'armée russe était vraiment en déroute, mais là, ils ont appris de leurs erreurs, puis là, ils sont forts. Il dit, l'armée ukrainienne a énormément de difficultés à percer le front russe, et les Russes, maintenant, sont forts. Fait qu'il dit, moi, la victoire de l'Ukraine contre la Russie, j'ai de la misère à la voir. Fait qu'à un moment donné, là, ton collègue du journal aujourd'hui, là, Pierre Martin, face à l'agression russe en Ukraine, les démocraties ne doivent pas céder. Je comprends le principe. Là, et c'est un pays qui est attaqué, effectivement. Mais reste que, Christy, s'il n'y a pas de porte de sortie, là, à un moment donné, on va donner de l'argent, puis il va y avoir une escalade. Jusqu'où ça va aller, là? Et au plan politique, ça devient problématique. Je pense que en Occident, on est d'accord pour dire que le régime qu'on valorise, le régime qu'on chérit, c'est la démocratie. Mais la démocratie s'accompagne d'une reddition de comptes régulière. Et cette reddition de comptes régulière, elle s'accommode mal d'intérêts à moyen et à long terme. Quand Joe Biden va en élection en 2024, et les républicains, bien sûr,
Est-ce qu'on est capable de vendre, entre guillemets, les intérêts supérieurs de la nation ou du monde occidental à protéger la démocratie? Est-ce qu'on est capable de convaincre les gens du montant, de l'investissement que les Américains font? Parce que c'est ce que Joe Biden fait. Quand il regarde à moyen et à long terme, il y a une stratégie. Le 75 milliards de dollars pour M. Biden, on va obtenir ultimement des retombées plus importantes de cet investissement de 75 milliards pour notre politique étrangère, pour notre compétition ou notre lutte, si on veut, notre bras de fer avec la Chine. Mais est-ce que je suis capable d'expliquer ça et de rendre ça compréhensible pour mes concitoyens? Imaginons qu'on se range derrière M. Biden et qu'il est tout à fait, M. Biden, convaincu de la stratégie. Je répète, ça s'accompagne. Il doit d'abord et avant tout obtenir un mandat. Et ce qu'on reproche aux démocrates actuellement, ce que des démocrates même reprochent à M. Biden a de la difficulté à vendre au moins deux choses. Plus probablement, mais au moins deux choses. Il a de la difficulté à convaincre de son bilan économique. Les chiffres sont bons, puis il n'arrive pas à convaincre les gens avec des bons chiffres. Donc, on dit à M. Biden, votre équipe ou vous, il y a un gros travail à faire là. Appelons ça du marketing. De l'autre côté, on lui dit ou on effectue le même reproche par rapport à l'Ukraine. Vous devez convaincre les gens que cet argent-là est un investissement et non pas une perte. Et ensuite, il y a ce débat que tu évoques puis qu'on a débuté un peu ensemble, c'est en supposant que c'est une bonne chose, jusqu'où on mène ce combat-là et jusqu'où on est prêt à investir. Donc, c'est vrai que Pierre Martin ce matin allait dans le sens de, il y a un combat qui est plus grand, puis il y a un combat contre des régimes autoritaires. Ça vaut le coup d'investir là-dedans. Combien de gens en Occident sont prêts à encourager des gouvernements qui vont multiplier les milliards de dollars? Tu évoquais la Pologne, il y a des frictions, il y a des failles maintenant dans cette belle unité-là. Si on retire un joueur, ça veut dire qu'on va exiger plus des autres. Et celui qui contribue le plus, c'est les États-Unis. Et c'est probablement le pays qui joue le plus gros en termes de stratégie. M. Biden, avec son « We're back », nous sommes de retour, faut qu'il montre qu'il n'est pas prêt à fléchir. Mais s'il ne fléchit pas, il va probablement devoir compenser pour ce que les autres retirent ou n'apportent plus. Donc, il se joue énormément dans cette visite de Volodymyr Zelensky. Et le capital de sympathie dont il jouit depuis le départ, puis je pense avec raison, en même temps, il n'est pas éternel. Écoute, on a vu Kim Jong-un qui est allé en Russie, un rapprochement entre la Russie, la Corée du Nord, la Chine aussi. Et écoute, là, c'est des gros ennemis, là. Est-ce qu'on est prêt à une guerre, là, une confrontation entre tous ces empires-là, l'empire américain contre une coalition de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie? Jusqu'où ça va aller? On craint l'escalade? On veut pas un nouveau Vietnam? Ben écoute, c'est pour compliquer le travail de M. Biden encore plus, on a tous, je pense, remarqué la tiédeur de sa réaction quand Justin Trudeau est intervenu dans le dossier pointant l'Inde pour dire c'est un assassinat qui a eu lieu chez nous. Quelque part, c'est notre souveraineté avec laquelle on a joué. On a bien vu que M. Biden n'a pas emboîté le pas. Il ne s'est pas rangé derrière un allié de toujours qui est le Canada. Il souhaite justement, pour des intérêts géostratégiques, économiques aussi, mais il souhaite protéger ses relations avec l'Inde. Mais il se joue, mine de rien, énormément. Quand on parlait de revoir l'ordre mondial ou l'équilibre mondial qui est en place depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis, bien sûr, l'effondrement du bloc soviétique, on a pensé pendant longtemps, les Américains sont seuls en piste. On voit à quel point ce n'est plus le cas, puis à quel point chaque pièce qu'on déplace sur l'échiquier a des retombées énormes. Un peu la théorie des dominos, chaque fois qu'on a un nouveau partenaire, on risque de faire tomber, on risque de faire déraper la situation. Tout ça se rejoint finalement. Et si on me donnait un vœu à réaliser, qu'est-ce que j'aimerais être assis dans l'équipe de sécurité nationale au secrétariat d'État américain, ne serait-ce que pour entendre les arguments. Parce qu'ils sont divisés à l'intérieur de l'administration Biden aussi. Les remarques, elles sont légitimes. Les critiques, elles sont légitimes. Et elles se font entendre aussi au sein de l'équipe. C'est difficile à trancher. Écoute, j'aime ça parler de culture américaine avec toi. J'ai vu la bande-annonce d'un documentaire, mon cher Luc, et bien sûr, j'ai tout de suite pensé à toi. C'est un documentaire qui a pris l'affiche dans certains cinémas aux États-Unis. Documentaire sur une de mes idoles, documentaire sur la personne, pourquoi j'ai commencé à faire de la chronique. C'est à cause de ce gars-là. C'est Tom Wolfe. Il y a un gros documentaire qui a été fait sur Tom Wolfe et ça s'appelle Radical Wolf. Je t'enverrai la bande-annonce. Tom Wolfe, c'est l'inventeur du nouveau journalisme. Le nouveau journalisme, c'est... Habituellement, le journaliste, c'est très seulement les faits.
très objectif, aucun sentiment, aucune émotion, etc. Lui, il dit, je vais rentrer de l'émotion dans le journalisme, je vais rentrer des hyperboles, je vais rentrer peut-être des formes d'écriture qui appartiennent à la fiction, je vais rentrer ça dans... Est-ce que c'est une bonne chose de mélanger, c'est le mélange des genres, finalement. C'est du journalisme, en même temps, c'est de la chronique, en même temps, c'est de la fiction, en même temps, c'est de la caricature. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'héritage de Tom Wolfe? Toi qui es monsieur les Écoute, les faits, là. C'est drôlement intéressant parce qu'effectivement, mon rôle en classe, c'est un peu de nous éloigner des émotions pour tenter d'aller chercher les faits puis de tenter de regarder quels sont les enjeux. Mais comme n'importe qui, je m'assois à la maison, j'ai des réactions émotives. Là, on peut se développer une forme de carapace, mais elle est jamais sans faille, cette carapace-là. Puis en plus, j'ai eu l'occasion de travailler avec 2 journalistes, je pense, qui se sont inspirés de ça. Benoît et toi, vous êtes comme les porteurs chez nous, tous les deux, de ce genre de journalisme-là. Écoute, une des choses que je déplore, en général, puis tu vas voir le lien que je fais avec Wolfe là-dedans, c'est les gens s'intéressent relativement peu, souvent, aux nouvelles, pas assez à mon goût, ou encore à certaines nouvelles, comme les nouvelles internationales, parfois c'est les nouvelles économiques. Ce type de journalisme-là a attiré plus de gens devant les écrans, ou encore devant les versions papier, ou maintenant devant les versions web des nouvelles. Et je pense que tant et aussi longtemps qu'on s'assure qu'on entoure ça, qu'on vient de créer un intérêt, ou parfois on a mis le feu à une situation littéralement, tant et si longtemps que ça peut nourrir un débat et qu'on arrive à récupérer le débat, moi je pense qu'il y a un échange qui est positif là-dedans. Le problème, c'est toujours, tu me diras, c'est un peu cliché, mais c'est une question d'équilibre. Si on va trop loin dans l'émotion, ben là, on oublie complètement les faits. Mais quand on évoque Tom Wolfe dans ce dossier-là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va jouer, on intéresse les gens, on va chercher l'émotion, puis comment ça nous touche dans la vie de tous les jours ou dans notre réalité comme citoyen d'un pays. Mais les faits sont là à côté. C'est vrai, c'est dangereux. C'est un jeu d'équilibriste. On l'a vu dans certaines émissions qui jouent à la fois sur le divertissement et à la fois sur la nouvelle. On se dit à quel point c'est devenu un spectacle, à quel point c'est de l'information. Moi, à partir du moment où je suis capable de récupérer ça, à partir du moment où ça ne fait que lancer un débat, ouvrir une discussion, puis parfois sur des choses sensibles qu'on n'oserait pas aborder, écoute, je pense que j'applaudis à ça. Donc, mais ça ne peut pas être la seule version, ça ne peut pas être la seule forme. Mais à partir du moment où je vais chercher plus d'attention, plus de gens, plus d'intérêt, moi, je pense qu'il y a une contribution qui mérite d'être soulignée. Il était toujours habillé en blanc, tiré à quatre épingles. Écoute, je l'ai déjà croisé à New York, sur la 5e avenue. Je marchais à New York, je l'ai croisé, j'avais les genoux mous. J'étais comme une midinette qui rencontrait Mick Jagger, OK? Là, j'ai pas pu y parler. J'étais tellement estomaqué d'avoir vu mon idole, Tom Wolfe. J'ai pas pu y parler, puis il ressemblait à Tom Wolfe, habillé en blanc, avec sa petite canne et tout ça, là. Un personnage incroyable. Moi, je l'ai... C'est un gars d'une intelligence supérieure qui a une plume absolument extraordinaire. On sait qu'il a produit des romans aussi, des œuvres. Excellent. Il a mêlé aussi histoire et romance là, dans ses ouvrages. Moi, c'est ce qui me fascinait. Mais en même temps, mon travail, c'est d'être historien. Quand il joue dans l'histoire puis qu'il en romance une partie, moi, je me dis, on peut intéresser un public plus large. Je m'assurerai de faire le reste de la job ensuite, où je couvrirai les angles morts de son approche. Mais c'est un talent extraordinaire. En lisant ces longs reportages, tu dis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est inventé. Tu sais, quand on lisait Pierre Foglia dans la presse, puis racontait des histoires, y a-tu inventé telle affaire pour faire de l'effet ou ça s'est avéré? C'est comme le mélange des genres, c'est un peu flou. Je t'envoie la bande-annonce, c'est vraiment à voir. Écoute, Radical Wolfe. Envoie-moi ça et je veux qu'on s'en reparle. J'aimerais ça qu'on écoute ça chacun de notre côté, mais qu'on repartage ensuite sur le dossier. OK, merci Luc. La liberté est toujours intéressant. Bonne journée. À demain. Bonne fin de journée, Richard.